Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. C'est un point lecture où il y a majoritairement de la romance, mais nous retrouvons un petit peu de fantaisie. Je vais commencer ce point lecture par le troisième tome de Carpe Diem Lexi Life de Sissi Badzi, publié aux éditions Cherry Publishing. Nous retournons au Carpe Diem, ce bar qui nous a fait vibrer dans les deux premiers opus. Et donc ici, nous allons suivre le personnage de Noah. Noah est un protagoniste que l'on rencontre dès le premier tome. Et si chaque tome peut se lire de façon indépendante dans cette trilogie, je vous conseille de les lire dans l'ordre, tout simplement pour capter un petit peu l'essence de l'histoire. Dans ce tome-là, nous suivons du coup, comme je vous disais, Noah. Noah est un personnage vraiment à part du Carpe Diem. Et dans ce livre-là, justement, on a un peu moins les autres personnages qui rentrent en compte parce que Noah est vraiment très atypique. Et nous suivons principalement Lexi. Lexi qui est une jeune femme qui vient de Russie, qui a un vécu atypique, un vécu qui va vous tirer énormément d'émotions. Moi, ça m'a vraiment fait vibrer dès les premières pages. Et Lexi va arriver et va chercher du travail. Elle va devoir un petit peu s'occuper de sa sœur, se sortir tout simplement d'une situation très difficile et Noah va être là pour l'épauler. Ce tome 3, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que dès les premières lignes, j'ai été vraiment touchée par la vie de Lexi. Lexi, c'est cette jeune femme qui a quand même un vécu qui ne ressemble à rien d'autre et qui a beaucoup de bonté en elle, même si par moment elle a dû faire des choses qui déplaisent. Donc franchement, j'ai vraiment aimé la suivre, la découvrir, et la force qu'elle a en elle m'a vraiment déclenché beaucoup d'admiration tout simplement. Et en même temps, j'ai apprécié aussi voir le personnage de Noah dans ce tome, parce que Noah, on le voit dans les autres tomes, mais on le voit d'un œil totalement différent. Ici, il est plus accessible. Et on voit vraiment que c'est un homme au grand cœur, un homme qui a plus de sensibilité qu'on pourrait le croire au premier abord. En plus, par rapport aux autres tomes, je trouve que la romance est beaucoup plus slow burn, elle prend son temps, et moi c'est un aspect qui me plaît beaucoup. Alors, quand je dis slow burn, attention, la romance prend son temps, mais vous voyez, le livre est très court. Donc en soi, on a l'impression que ça arrive vite. Pourquoi? Parce que Sissi Badzi, elle a une plume qui est très rythmée. Si vous voulez, la narration avance rapidement dans la chronologie. Mais en soi, l'histoire, elle, prend plus son temps. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois en fait qui découlent tout au long des différentes péripéties. Chronologiquement, ce livre est un peu particulier parce que si le tome 1 était vraiment le premier au niveau de la chronologie et que le tome 2 suivait, nous avons ici un tome qui est vraiment à cheval entre les deux. Nous avons une partie qui se concentre en parallèle sur le tome 1 et sur le tome 2. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille que si vous n'avez pas du tout découvert cette saga et que vous souhaitez la découvrir, de vraiment les lire dans l'ordre, même si ce sont tous un petit peu des tomes compagnons, des tomes doudous. En tout cas, moi j'ai aimé les thématiques abordées, notamment celle de la famille qui est le sujet principal de ce roman. À présent, je vais vous parler de Ugly Runnet de Sandra Kiss qui est le tome 2. Je vous avais parlé déjà de cette histoire l'année dernière. Il me semble que c'était à peu près à la même période ou au printemps, quelque chose comme ça. Et donc ici nous avons le tome 2, le tome écrit du point de vue masculin, donc je vais pouvoir vous le résumer pour ceux qui ne connaissent pas cette biologie. Ugly Runnet, c'est l'histoire justement de Runnet. Runnet, c'est une jeune femme qui physiquement n'est pas forcément ce que l'on pourrait qualifier d'attirante, de belle, bien au contraire, et c'est une jeune femme qui fait plutôt de la peine à voir. Sa famille ne l'apprécie pas à sa juste valeur, et pour son anniversaire, elle va devoir aller toquer à la porte d'une des familles les plus dangereuses des États-Unis parce qu'elle fait partie de la mafia. Alors c'est un défi que lui ont lancé ses cousins, et pour ne pas passer pour une mauviette, elle va avoir la force de caractère de le faire malgré le fait qu'elle a les pétoches. Donc là-bas, Camilla, la matriarche de la famille, va avoir l'idée d'engager Runnet pour être l'assistante de son fils Yeraz. Yeraz qui va reprendre cet empire mafieux. Alors pourquoi elle engage Runnet? Tout simplement parce que Yeraz arrive
a tout simplement couché avec toutes ses assistantes. Pourquoi? Parce que comme ça, elles font un petit peu tout ce que lui demande. Et Camilla, elle aimerait avoir un petit peu la main sur les affaires de son fils parce qu'elle espère le sauver. Donc Rooney aura pour mission d'espionner Yeraz et de rapporter tout à sa mère. Voilà un petit peu le sujet du récit. Bien entendu, il y a des règles, notamment ne pas tomber amoureuse de Yeraz, ne pas avoir de relations intimes. Voilà, il y a des petites règles un petit peu comme ça à respecter. Donc ce tome-là est écrit du point de vue masculin, alors que le premier tome était écrit du point de vue féminin. Alors moi, j'avais adoré le point de vue féminin. J'ai beaucoup aimé ce point de vue masculin qui nous plonge dans un univers aussi beaucoup plus sombre. On se heurte à la maturité du personnage masculin qui est Yeraz. Et en même temps, on se heurte à cette maturité qui va s'opposer avec cette crédulité qui consiste à mettre en avant et comprendre les sentiments. C'était assez drôle. On voit vraiment les choses différemment à travers le point de vue masculin parce que à travers le point de vue féminin, Rooney paraissait beaucoup plus faible, la famille de Yeraz fort peu sympathique et la sienne, bon, ça dépendait des moments. Et là, ça veut vraiment mettre des choses en perspective et du coup, c'était très très drôle. Mais il y a des petits éléments qui m'ont gênée parce que si, pour moi, quand on lit une histoire du point de vue féminin ou masculin, on peut les dissocier, pour moi, cette duologie est indissociable parce qu'il y avait des moments où si on n'avait pas lu le tome 1, on comprenait pas, on avait l'impression qu'il manquait des petits passages et en fait ces petits passages là justement ils sont dans le tome 1, donc c'est vraiment, si cette saga vous tente, cette duologie, je vous conseille de la lire dans l'ordre. En tout cas, sinon j'ai aimé cette histoire parce que c'était une histoire pleine d'action. Nous avons de la discorde, des guerres de clans, des histoires familiales et tout ce qui va toucher l'empire un petit peu de cette mafia, la fondation de celle-ci, la façon dont la main se passe de père en fils. Donc voilà, c'était vraiment sympa, mais j'ai vraiment préféré le premier opus. Je vais essayer de vous parler très brièvement de la suite d'une saga, d'une de mes sagas chouchoutes, sans vous spoiler si vous n'avez jamais lu les premiers tomes. Il s'agit de Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, qui est la suite de la saga Akotar, Un palais d'épines et de roses, publié chez La Martinière. Ici, nous avons un beau pavé de 800 pages. On n'a pas l'impression, mais en fait, c'est écrit assez petit et le papier est très très fin. Donc ici, nous retrouvons l'histoire de nos protagonistes qu'on rencontre dans les premiers tomes, mais l'histoire ne va plus se concentrer sur Fer, le personnage qui est prépondérant dans la première trilogie. Là, on va se concentrer sur l'histoire de sa sœur Nesta. Nesta, c'est un personnage qui est a priori détestable, qu'on n'arrive pas à comprendre dans tous les tomes, et ici, bon bah... ça commence un petit peu de la même façon. On commence à la suivre et si vous voulez, dans sa famille, ils ont un petit peu marre de son comportement et ils vont un petit peu la pousser dans ses retranchements. Et c'était très intéressant parce que justement, on apprend à connaître qui elle est réellement, comment elle a vécu tous les événements qui ont pu avoir lieu, parce que si certains les ont vécus d'une certaine façon, elle ne les ressent pas forcément de la façon dont tout le monde le vit. Et donc, on va vivre un petit peu à travers ses craintes et la culpabilité qu'elle peut ressentir sur diverses choses. À travers son histoire, on continue également de suivre tous les personnages que l'on aime tant de la saga. Et ça, c'est pas pour me déplaire, puisque l'histoire avance pour tout le monde. Et du coup, même si on suit prioritairement Nesta, les autres ne sont pas laissés de côté. Et moi, c'est ce que j'aime un petit peu dans cet univers. On a vraiment une richesse qui est là, en point de vue des personnages, de tous les liens qui les unissent et de leur évolution. On a vraiment une mixité, une diversité et de beaux messages véhiculés. Attention, par contre, je précise que c'est une saga adulte. D'ailleurs, ce tome, quand je dis qu'il est beaucoup plus mature que les autres, c'est que on va vers des thématiques qui ne sont pas forcément pour un jeune public, avec des scènes très épicées, plus nombreuses que dans les opus précédents, et donc forcément c'est réservé à un public adulte. Je ne mettrai pas ça dans les mains de tout le monde. Ici, dans ce roman, nous avons de la fantaisie, nous avons un monde qui se développe et d'ailleurs, ça approfondit les thématiques des tomes précédents sur le monde et la fondation de celui-ci, mais en même temps, nous avons la romance qui est quand même assez prépondérante et qui m'a totalement plu en découvrant les personnages d'un œil totalement différent, même si mes préférés restent toujours ceux de la trilogie principale. Encore une fois, Sarah J. Maas, elle
m'a fait vibrer et elle m'a fait vraiment plonger dans un univers incroyable. J'ai eu du mal à décrocher de ce tome et même si ce n'est pas mon tome préféré, ça a quand même été un coup de cœur et je rêve que d'y retourner. À présent, on va passer sur une petite romance hivernale, une petite romance de Noël que j'ai reçue de la part de Cherry Publishing. Il s'agit de Make a Wish de Arizona Brooks. Moi j'ai beaucoup aimé la couverture de ce livre, je la trouve vraiment très très belle. Et l'histoire est vraiment assez chouette. Alors j'ai passé un bon moment avec cette lecture, même si j'ai quelque chose à redire. Alors ici nous suivons Linnea. Linnea, c'est une petite fille de 7 ans qui rêve d'avoir un papa parce qu'elle a toujours vécu avec sa maman célibataire et sa grand-mère qui s'occupe un petit peu d'elle. Et donc elle va demander un petit peu un papa pour Noël et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Brewen. Brewen est réformé de l'armée norvégienne, tout simplement parce qu'il a eu un accident et il est en rééducation. Donc il va un petit peu se faire une nouvelle vie dans la ville où ils habitent et notamment emménager pas très loin du chalet où habitent justement Linnea et sa maman Freya. Linnea va avoir un coup de foudre pour Brewen et elle va décider qu'il sera son papa et Freya sera la kiné qui va s'occuper de lui. Donc si Freya est assez réticente à refaire sa vie, si elle a l'impression de trahir son mari décédé avant la naissance de sa fille, elle va quand même se laisser prendre par la douceur que Brewen va amener au quotidien et surtout comment résister à Linnea qui va faire en sorte que Brewen soit présent à beaucoup de moments de leur vie quotidienne tout simplement. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il est composé de 3 voix et c'est assez frais. On suit le point de vue de Freya, de Linnea et de Brewen. Alors Freya, on vit un petit peu ses doutes, Linnea, on va suivre un petit peu son innocence, sa façon de parler, c'est vraiment le point de vue que j'ai préféré. Et Brewen, c'est un homme tendre, un homme au grand cœur qu'on aime suivre et qui essaie tout simplement de se reconstruire. Les thématiques du deuil, de la famille, de la reconstruction, tout ça, elles sont présentes et elles sont vraiment très touchantes. Mais pour moi, même si tous ces sujets sont très prépondérants à l'histoire, ils ne sont pas assez développés et creusés. Et cela est accentué par la romance qui arrive peut-être un peu trop vite à mon goût. Et ça a causé une sensation d'irréel si vous voulez. J'ai trouvé que c'était bien fait, c'était bien écrit, c'était très agréable. J'ai vraiment apprécié l'histoire dans son ensemble, mais ça manque de réalité. Voilà, c'est vraiment le point qui m'a gênée. Après, l'histoire, elle se passe en Norvège. On ressent vraiment cette ambiance norvégienne, ces traditions. Et surtout, j'ai vraiment aimé tous les clins d'œil des prénoms liés à la mythologie nordique, Freya et d'autres prénoms que je vous laisserai découvrir si vous n'avez pas craqué pour ce roman. Franchement, moi, ça m'a vraiment fait sourire. Mais voilà, la romance est passée beaucoup trop vite. La romance aurait pris plus, son temps aurait été plus réel. Je pense qu'on aurait pu approcher du côté de cœur. Tout début janvier, j'ai eu envie de me replonger dans l'univers de La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or de Lily Davigny et les éditions Inceptio avec lesquelles je suis en partenariat ont bien voulu me l'envoyer en numérique pour que je puisse terminer cette duologie. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et ce tome 2 a été une très bonne lecture. J'ai pas eu le coup de cœur. Je pense que j'aurais pu l'avoir si j'avais pas tant tardé entre les deux tomes parce que me remettre dans le récit a été très difficile. Alors dans cette histoire on suit Elena. Elena c'est une jeune fille qui vit dans un petit village qui est assez atypique, elle est un petit peu rejetée des autres et un jour elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs et en découvrant ses pouvoirs elle va apprendre qu'en réalité c'est la dernière sorcière aux yeux d'or et que le royaume dont elle est issue ainsi que sa parentalité et tout ce qui va s'en suivre compte sur elle pour les libérer d'un mage noir qui a asservi et tué de nombreuses personnes. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est un résumé très très bref. D'ailleurs, je crois que mon avis est en ligne sur le tome 1 si vous êtes curieux. Donc moi, j'ai vraiment eu du mal à me resituer dans ce récit parce que j'ai trop attendu comme je vous le disais et le tome 1, lui, est vraiment centré sur la découverte de l'univers, les fondements de celui-ci, les relations entre les protagonistes et
elle va mettre en place ses pions petit à petit dans le tome 1, Lily Davini, et ce tome 2, lui, est vraiment centré sur l'action et la résolution du problème. Dans ce tome 2, j'ai trouvé vraiment les personnages toujours aussi attachants, j'ai aimé voir les relations évoluer et j'ai vraiment aimé toute l'action dans laquelle on est plongé parce qu'à aucun moment on s'ennuie. C'était vraiment très important, j'ai aimé les liens d'amour, les liens d'amitié et tous les obstacles qui se parsèment et j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de scènes concernant la romance dans ce roman entre deux personnages. Mais bon, vraiment, cette duologie, elle rassemble tous les codes que l'on aime en fantasy. Nous avons des créatures surnaturelles, nous avons un petit peu de romance, nous avons un monde un peu médiéval, nous avons des batailles, des personnages charismatiques, des femmes fortes. Et voilà, je peux pas vous en dire trop sur ce roman parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment la finalité de l'histoire, ce tome 2, alors que le tome 1, lui, est vraiment la découverte de l'univers et il se complète vraiment. Et c'est pour ça que justement, si cette duologie vous tente, je vous conseille de les lire d'affilée. À présent, je vais vous parler de Shine Again de Céline Nicolas, qui est son dernier roman paru. C'est une romance dans le milieu musical, une super romance. Dans cette histoire, nous allons suivre Lyra. Lyra est en stage dans une grande maison de disques, elle veut être manager. Et pour cela, elle est en compétition avec d'autres stagiaires. Elle va devoir faire face à la triste réalité de ce métier où les gens sont des requins, se font un petit peu bouffer. Et donc, pour trouver la perle, elle va devoir aller dans le fin fond d'une petite ville des États-Unis qui ressemble vraiment à un bidonville. Elle va devoir faire face à des atrocités. Et là-bas, elle va dénicher un talent rare, un talent qu'il va être très difficile de remettre sur pied, un talent qui va lui en faire voir de toutes les couleurs, mais un talent juste incroyable avec lequel il y aura forcément une romance parce que nous sommes dans de la romance contemporaine. Donc comme d'habitude, dès les premières lignes avec Céline, j'ai été absorbée par cette histoire. Pourquoi ? Parce que la plume de Céline, elle gagne tout simplement en profondeur, en acuité et elle devient tellement affûtée que c'est difficile de ne pas se laisser happer par les mots. En tout cas, le livre se dévore. Dans cette histoire, du coup, on va suivre Lyra. Lyra qui va évoluer dans un monde très cruel, un monde où elle va se faire bouffer et un monde dans lequel elle va devoir évoluer, montrer toute sa force. Et j'ai vraiment aimé cet aspect du roman. On va voir une jeune femme qui est très déterminée, une jeune femme qui va vouloir montrer que malgré ses faiblesses, malgré tout ce qu'on lui fait vivre, elle va pouvoir réaliser son rêve et en même temps, on va découvrir un personnage masculin très profond. Un personnage qui a chuté, un personnage qui va devoir remonter la pente et un personnage qui est très dur et très sensible, un personnage qui a fait face à la cruauté du monde. Ensemble, ils sont très différents, Lyra et le personnage masculin dont on parle dans cette histoire, mais malgré leurs différences, en fait, ils vont trouver un équilibre qui va faire que ensemble leur duo sera intense, la relation qu'ils vont tisser fera vibrer et moi j'ai vraiment aimé cette atmosphère parce que on est plongé vraiment dans tout ce qu'on aime dans les romances musicales mais aussi on est plongé dans un amour sincère qui se tisse tout doucement au fil des pages. C'est un schéma qui est déjà vu dans ce type de roman et pourtant c'est un schéma qui marche, c'est un schéma qui me plaît parce que Céline, elle a su faire ressentir cette atmosphère musicale, mais en même temps les sentiments et l'évolution que les protagonistes ils ont. Et c'est là la beauté de ce roman. C'est un roman dont je peux pas trop parler parce qu'il est très difficile de ne pas le spoiler, mais c'est un roman qui est très intense et qui me plaît beaucoup. Du moins, la plume de Céline, elle ne me déçoit jamais. Je vais terminer ce point lecture avec un roman que j'ai sorti de ma pile à lire. Enfin,
Je me demande pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt, parce que c'est une romance incroyable, c'est une romance qui m'a fait rire, qui m'a fait ressentir beaucoup d'intensité, et pourtant j'avais peur de la lire parce que j'avais vu beaucoup trop d'avis positifs sur elle, comme quoi les avis influencent vraiment nos choix de lecture. Il s'agit du premier tome de la trilogie Campus Drivers de C.S. Quill, publié chez Hugo Collection New Romance. Dans cette histoire, nous suivons Lane et Lois. Oui, Lois Lane. Alors, Lane est un campus driver. Un campus driver, c'est tout simplement quelqu'un qui va servir de taxi avec une belle voiture ancienne sur le campus de l'université dans laquelle on évolue. Et donc Lane fait partie des fondateurs des campus drivers, tout simplement avec sa bande de potes. Et nous suivons cette bande de potes, mais nous suivons principalement ces deux protagonistes. Louise vient de se faire larguer et elle n'a plus de toit. Et Lane va tomber un petit peu sur elle puisque elle habitait dans le même immeuble. Et il va l'héberger. Ce qui était l'histoire d'une nuit va durer beaucoup plus longtemps. Attention, c'est une romance slow burn. Quand je dis histoire d'une nuit, c'est vraiment qu'elle va dormir sur le canapé. Il se passera rien du tout. Et malgré les ressentiments qu'ils ressentent l'un envers l'autre, beaucoup de choses vont les rapprocher. Une amitié va se tisser jusqu'à évoluer et j'ai vraiment adoré ça. Alors déjà moi j'aime beaucoup les romances universitaires, j'aime beaucoup le slow burn dans ce genre et du coup forcément ça n'a fait que ressentir l'amour que j'ai pour cette histoire. C.S. Quill, je découvre sa plume avec ce roman et elle a une plume vraiment très addictive. À travers les mots qu'elle met, on ressent de l'humour, les personnages ils ont une réelle personnalité qui est affirmée et très différente, le roman se dévore, l'humour, l'intensité, tous les ingrédients sont là et du coup on a du mal à lâcher les lignes, on est vraiment transporté et en même temps on a des thématiques dans ce roman qui sont importantes, dans lesquelles on se reconnaît. Il n'y a rien d'original à travers, c'est pas forcément des choses hyper lourdes, c'est des thématiques de la vie de tous les jours et pourtant on peut s'identifier à ces personnages et c'est ça qui est beau. Moi j'aime pouvoir retrouver une part de soi à travers une histoire. Alors attention, l'histoire des personnages ce n'est pas forcément votre histoire, mais en tout cas les messages ils ont une résonance en vous et c'est ça qui est assez attachant, assez bluffant et c'est ça qui fait que forcément l'émotion transpire et ça nous fait justement ce petit quelque chose que l'on apprécie. C'est un roman, comme je vous ai dit, qui est vraiment plein de peps, les personnages ils sont incroyables, les jeux de mots sont présents et les joutes verbales. Parlons-en. Je ne sais pas comment les dialogues sont faits, je ne sais pas les écrire, je ne suis pas écrivaine et pourtant les dialogues sont assez épiques. Franchement, j'ai adoré ça. À travers les dialogues, que ce soit entre les deux protagonistes principaux, mais aussi avec les personnages secondaires, je me suis éclatée. J'ai rigolé et j'ai eu l'impression de faire partie d'une famille. Et c'est ça qui est beau avec les Campus Drivers. Et c'est aussi pour ça que dès que j'ai terminé ce livre, j'ai craqué pour le tome 2. D'ailleurs, il est lu, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, j'ai vraiment adoré cette histoire. De plus, C.S. Quill, elle a réussi à mettre une petite dose de suspense à la fin de ce roman. Et ce n'est pas rien parce qu'en romance, c'est vraiment très difficile de faire du suspense. On se doute vraiment de la finalité des choses. Et donc, c'est super chouette. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais pour ceux qui n'aiment pas les romances avec trop de scènes épicées, celui-ci n'en contient que très peu, donc c'est une très bonne chose. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous le tourner. J'espère vous en retourner un très prochainement. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les livres si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!